jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch, bienvenue. Ouh la vache, qu'est-ce que c'est que ce micro qui est absolument mal réglé. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Et merci à Bavard pour... Non, mais il est bien réglé. Il est bien réglé, c'est incroyable. Il est juste bien réglé. Quelle erreur, quelle horreur. Il est juste très très mal fichu ce micro ce soir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, merci Bavard pour le raid. J'espère que vous avez passé un bon début de soirée avec Bavard. Comment est-ce qu'il a réglé ma caméra? J'ai l'impression que c'est super bizarre. Alors attendez, j'ai la caméra, j'ai le micro qui est bien maintenant. Normalement ça devrait être bon. Pif paf puf. Mes oreilles, mes oreilles, on est à un niveau tout à fait correct me semble-t-il. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue, merci à tous ceux qui sont là pour la première fois, merci pour les habitués qui sont présents comme de coutume, et je m'en vais et aussitôt vous dire bonsoir à tous ceux qui êtes d'ores et déjà présents dans le clavardage. Bonsoir Swisscazoo, mon merveilleux administrateur, mon merveilleux modérateur. Bonsoir Timéo Podcast, bonsoir également Keferan99, habitué de la chaîne, bonsoir Monsieur G, bonsoir Bull O, qui est là pour la première fois si je ne m'amuse. Bonsoir Ayu, Sombre Féline, bonsoir Raveline, bonsoir Guy Cornichonarme, Soit, bonsoir. Et qu'est-ce que je loupe encore? Est-ce qu'il y a d'autres gens que je n'ai pas encore vus? Bonsoir Noirhammer, bienvenue à vous tous. Et bienvenue dans les live lectures, la deuxième partie de jeudi soir, c'est Jeudi Histoire. Et ce soir, dans la lecture, nous poursuivons nos aventures avec Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Je vais vous laisser bien sûr quelques minutes le temps d'arriver et de discuter un petit peu avec vous. Je pense qu'on va commencer la lecture d'ici 10 minutes plus ou moins. Donc ceux qui ont besoin d'aller rechercher un coup d'eau, d'aller se refaire un thé, d'aller se faire éventuellement un café, d'aller rechercher la suite de leur repas, leur dessert éventuellement, c'est le moment. Bonsoir page, comme on dit dans les orchestres. Soit, sans doute. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, ne vous inquiétez pas, oui c'est une suite. Et l'histoire que nous lisons ce soir est un récit épisodique. Concrètement, vous pouvez avoir complètement loupé les épisodes précédents et débarquer ce soir pour la première fois, vous ne manquerez rien. Et clairement, vous allez pouvoir vous plonger dans l'histoire sans être tributaire, sans défaut, sans problème. Vous allez pouvoir suivre sans le moindre souci. Les éléments nécessaires et suffisants sont récapitulés en début de chapitre comme toujours. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre ça comme vous suivriez une série que vous découvririez pour la première fois ce soir. Et puis si vous voulez découvrir les épisodes précédents, eh bien il y aura les rediffusions sur les chaînes respectivement YouTube et Odyssée. D'ailleurs je vous invite, si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes un habitué mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Odyssée, mon cher Kazoo va nous mettre le lien dans le clavardage pour la chaîne Odyssée. Allez vous abonner sur Odyssée, nous sommes plus de 500 sur YouTube, nous sommes 7 sur Odyssée. Il faut absolument aller s'abonner sur Odyssée. Pourquoi? Parce que si un jour, imaginez un jour, on se prend une pêche par Twitch ou par YouTube, qu'est-ce qu'on fait les amis? Où est-ce qu'on va? On va sur Odyssée. Là-bas, il y aura toujours les rediffusions, il y aura aussi les directs si par hasard nous devions nous faire booter hors de Twitch pour une raison X ou Y.
Voilà, comme vous le savez, les règles de Twitch et de YouTube changent aléatoirement. Et surtout, ces règles sont rétroactives. Ce qui veut dire que si demain, Twitch ou YouTube décident que le contenu que fait votre serviteur est absolument illégal et interdit, eh bien, ils peuvent péter les chaînes sans absolument aucune espèce de pudeur ou d'élégance. Et par conséquent, vous ne seriez pas averti à ce moment-là comment faire. Il faut aller sur Odyssée, purement et simplement. Odyssée veut pas me faire un compte, dit Raveline, ça m'étonnerait beaucoup. Alors je peux concevoir que ce ne soit pas forcément très instinctif, mais il me semble que ça se fait assez facilement. Et puis si jamais d'ailleurs il y aura moyen de lancer une discussion là-dessus sur le Discord directement pour ceux qui auraient éventuellement de la peine à vous inscrire sur Odyssée, mais de ce que je m'en souviens de quand j'ai créé mon compte, c'était globalement assez facile. Voilà, bonsoir Miss Helium Utopia, je ne t'ai pas manqué, simplement je terminais mon pataquès, bienvenue à toi. Est-ce que tu es là pour la première fois? D'ailleurs en fait je vais faire un tour du propriétaire pour tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois ce soir. Voilà, je n'avais même pas à accéder à la page Odyssée. Ah! Ça c'est pas un problème. Ça c'est un problème. Est-ce que j'aurais mal codé le lien? C'est possible. Bonsoir Fredocube, bienvenue à toi. Bienvenue dans les live lectures, la suite d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Mais manifestement, j'étais en train de faire de la... D'accord, donc manifestement, le lien que je vous ai passé pour Odyssée est absolument pourri et tout pété. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est pas possible. Attendez, je vais vous retrouver ça parce que... Attendez. Est-ce que... Ou alors est-ce que Odyssée serait mort? Ce serait quand même assez hallucinant. Bon, eh bien, le temps que ça... Purée, mon explorateur qui prend 36 plombes. Mon Dieu. C'est pas via ton lien, c'est juste en faisant une recherche Google. Tiens. Mais c'est saucissonnant cette affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tant pis, on va passer sur un site que je n'aime pas, mais qui a priori fonctionne tout autant, si ce n'est plus. Hop, copiez le lien s'il vous plaît. Copie le lien s'il te plaît. Copie le lien s'il te plaît. Voilà. Colle le lien s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit si on relance? Pour l'instant, rien du tout. Erreur 524. Bon, serait-il possible que Odyssée soit surchargé pour une raison X et que on ne puisse pas y accéder ce soir? C'est possible aussi. Ce serait quand même assez surprenant. Mais soit. Bon, si par hasard, si on n'y arrive pas, je vais pas non plus m'acharner pendant 36 plombes là-dessus tout de suite. A timeout occurred. Ok, d'accord. Donc, ça met vraiment trop de temps pour joindre les serveurs. Car tout le monde est venu te voir sous Odyssée. Ça y est, l'Aube des Songes a mis Odyssée à genoux. Il y a plus de 500 plus de 15 spectateurs en même temps. Odyssée est à genoux. Ouais, alors c'est possible qu'ils aient un souci de serveur. Évidemment, c'est un des défauts, je pense, qu'on peut trouver à cette plateforme-là. C'est que comme c'est un bébé et qui fait des efforts méritoires, je rappelle que Odyssée a moins d'1 an et qu'en termes de qualité, pour moi, il concurrence tout à fait YouTube. Il n'est pas impossible que ce genre de problème arrive. Donc, je vous invite à garder une copie de l'adresse et à aller voir plus tard sur Odyssée. Voilà, donc toutes mes confuses, je pensais que ça aurait fonctionné du premier coup. Mais voilà, bref. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, bienvenue sur l'Aube des Songes, la chaîne qui se concentre autour des histoires sous 3 formats. Celui du lundi qui est sur le jeu de rôle, le jeudi où ce sont les live lectures et les samedis matins qui sont les cafés des fables. Le lundi soir donc, vous avez tous les lundis à 20h un live jeu de rôle
qui sera soit sur Paranoia, sur l'appel de Cthulhu, Deadlands, etc. Donc différents jeux de rôle assez classiques avec une équipe de joueurs tous plus allumés les uns que les autres et avec qui c'est un véritable plaisir de poursuivre l'aventure. Et puis les premiers et troisièmes lundis du mois, vous retrouvez une émission de jeu de rôle qui a pour nom Le Maître du Donjon, l'émission dans laquelle vous êtes le maître de jeu. Pourquoi ? Parce que vous décidez du scénario purement et simplement. On se retrouve à 19h et au travers de questions que je vous pose, c'est vous qui décidez de l'histoire. Qui sont les héros ? Où vont-ils ? Que vont-ils devoir faire ? Quelle sera leur quête ? Quel sera l'objet ou la personne indispensable pour qu'ils réussissent leur quête ? Quelle sera leur némésis ? C'est vous qui décidez durant la première heure du maître du donjon et ensuite de 20h à 23h, eh bien, il y a la partie habituelle, ce qui fait que vous pouvez venir pour les votes à 19h ou pour l'aventure à 20h si vous êtes un petit peu pressé ou que vous n'avez pas envie forcément de faire les votations. Eh bien, les votes purement et simplement, eh bien, vous pouvez nous retrouver à 20h pour la partie proprement dite où vous observerez finalement deux groupes de joueurs, les joueurs proprement dit, et puis votre serviteur qui va devoir avoir la tâche assez ardue de respecter toutes les demandes que vous lui avez formulées. Je vais devoir respecter du coup toutes les réponses et toutes les demandes qui auront été mises durant la partie concernant les votes. Le jeudi soir, c'est jeu d'histoire avec Bavard, évidemment. Une fois sur deux, c'est votre serviteur qui commence à 19h. Ou si ce n'est pas le cas, je commencerai à 21h après le raid, comme ce soir, de l'ami Bavard Stories. Et dans les live lectures, comme vous l'avez deviné, nous lisons des livres de la littérature classique avec une forme qui s'approche de la série télé, mais clairement prévue pour l'audio. Ainsi, c'est comme si vous aviez votre série du jeudi soir, mais tout en audio, comme si vous écoutiez la radio, simplement vous êtes sur Twitch. Voilà. Et le samedi matin, de 9h à midi, c'est le Café des Fables. Et oui, l'émission du samedi matin, durant laquelle on prend le temps de discuter, de prendre le café, et aussi, accessoirement, de se raconter des histoires. Les thèmes peuvent être absolument variés. On a eu des textes qui étaient plutôt courts, parfois plus longs. On a fait autant des contes de Grimm que les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. On avait commencé l'enfer de Dante, on vient de terminer les malheurs de Sophie, on avait lu également du Dostoïevski, on avait fait le manuel d'Épictète, en philosophie également, un autre dont j'oublie le nom maintenant, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Bref, le format est beaucoup plus ouvert à tout type de propositions pour le samedi matin, et puis on prend vraiment le temps de discuter entre chaque histoire ou entre chaque morceau de texte assez conséquent sur des sujets aussi légers que profonds, dépendant de l'envie de vous-même et puis de votre serviteur selon l'inspiration du moment. Voilà, il me semble que j'ai fait un résumé qui était ma foi concis et complet, c'est surtout le but de présentation pour tous les nouveaux. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à vous faire remarquer. J'ai de la peine à trouver mes mots ce soir, à le faire savoir dans le clavardage, sachant que d'ici quelques petites minutes, je vais pas tarder à commencer la lecture proprement dite. Et c'est ainsi qu'on pose son micro. Raveline, et samedi matin, on commence notre visite de sa main à ce cher Edgar Allan Poe. Absolument. Vu que nous nous approchons de la Toussaint tous les dimanches jusqu'au 1er novembre, nous lirons des nouvelles d'Edgar Allan Poe tous les samedis matins. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une sacrée sélection d'ici à demain, si vous le voulez bien. Sachant que ça devrait pas être trop long, j'ai pris le temps de faire de l'avance en ce qui concerne la nouvelle de la semaine, puisque oui, je le rappelle, pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne outre les abonnements et de façon plus conséquente, vous avez toujours la possibilité de le faire via le Tipeee de l'Aube des Songes que notre cher Kazoo va mettre à nouveau en lien dans le clavardage. Pourquoi je vous en parle ? C'est pas tout de suite pour vous réclamer de l'argent, c'est juste pour vous parler des histoires de la semaine, puisque tous les dimanches à midi, ceux qui souscrivent au Tipeee reçoivent dans leur boîte mail une histoire écrite de ma main. Et là, je profite de vous le dire, puisque là, l'histoire qui va commencer, ça va être de nouveau une petite série de 5 parties, en tout cas, qui commencent. D'habitude, ce sont des histoires qui tiennent toutes seules, mais là, c'était quelque chose d'assez conséquent qui va durer, du coup, 1 mois et 1 semaine. Il est possible, bien sûr, d'arriver en cours de route, c'est pas interdit, simplement, vous auriez d'autres histoires que celle-ci qui ont déjà été écrites. Et là, si vous voulez vraiment profiter de ce petit feuilleton pour découvrir éventuellement ce que donnent ces histoires, eh bien, allez-y, vous pouvez
pouvez aller souscrire au Tipeee. Il y a plusieurs raisons de le faire, outre le soutien. C'est de savoir que, par exemple, si vous prenez un abonnement sur Twitch, je vais m'en sortir. Si vous prenez un abonnement sur Twitch, c'est super, ça fait plaisir, tout ce que vous voulez, mais il faut savoir que Twitch se gave avec vos dons et vos abonnements. Ils prennent la moitié de l'argent. Tipeee se sert beaucoup moins. Donc concrètement, il y a sur le don que vous faites plus d'argent qui est fini dans ma poche. Et en plus de ça, vous avez une histoire pour le prix d'un café par semaine. Voilà. Fou! La présentation est faite, les différents médias, les différentes histoires sont présentées. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des recommandations, des questions, des doutes, des problèmes? Je vous écoute maintenant, cher public. La plume de ministère qu'elle a argent? Oui. En l'occurrence, oui. C'est un travail. C'est un travail. Absolument, Raveline. Absolument, absolument. Fred Cube, proposes-tu des parties de jeux de rôle pour tes spectateurs? Un tirage au sort, par exemple? Je suis pas sûr de comprendre ta question, Fred Cube. La plume de mystère qu'il a. Il faut, absolument. Absolument. Proposer des parties de jeux de rôle, c'est-à-dire en direct, en privé, sur Discord, sur... Parce que techniquement, oui, je propose des parties de jeux de rôle pour les spectateurs, mais c'est le lundi soir. Ah, pour le plaisir de jouer avec moi, je pense, Fredo Cube, que c'est un espoir qui risque d'être déçu. Vis-à-vis de vous, il faut savoir que je fais des semaines qui sont assez conséquentes. Je travaille 6 jours par semaine. Et concrètement, la chaîne me prend beaucoup de temps et je ne fais clairement pas que ça. La chaîne Twitch, enfin les chaînes Twitch, YouTube et Odyssey sont une part conséquente de ma vie aujourd'hui. Mais concrètement, je ne fais pas que ça. Il y a encore des spectacles, il y a des livres sur lesquels je travaille également. Donc concrètement, le temps que je trouve disposé, ne serait-ce que pour jouer à du jeu de rôle, pour le plaisir avec mes amis, il est déjà terriblement restreint. Donc prendre en plus du temps pour venir jouer avec vous hors des directs, je ne sais pas si ça pourrait se faire. Enfin, si ça pourrait se faire, mais je ne sais pas quand ça pourrait se faire. Et si c'était le cas, ce serait uniquement dans des sessions uniques. Donc ce serait pour un scénario qui se ferait en une fois. Après, je t'avoue que l'idée me plaît bien. C'est pas quelque chose que je rejette du revers de la main en mode non, c'est jouer avec les spectateurs, quelle idée. Non, en vrai, j'aimerais bien. Ça pourrait être chouette, j'y avais pas pensé aussi. Mais le faire à l'occasion pour le plaisir, ce serait un plaisir. Oberilan, est-ce que tu as le trône de fer? En quoi? Alors, est-ce qu'il y a un jeu de rôle, le trône de fer? Dans tous les cas, je n'ai pas lu le trône de fer et je n'ai pas aimé la série. Enfin, j'ai pas aimé la série. C'est pas vrai. Je vais trop vite. C'est pas que je n'ai pas aimé la série, c'est que j'ai compris où allait la série au bout du 3 ou 4e épisode, plus ou moins. Et le truc, c'est que en ce qui me concernait, j'avais vu ce qui m'intéressait. Et j'avais pas envie de regarder plus loin que ça. Il y a un jeu de rôle, le trône de fer. Attendez, Mycelium Utopia qui nous rejoint. Merci beaucoup Mycelium Utopia. Je suis désolé, je suis un petit peu dispersé ce soir. Mais merci beaucoup. Je suis trop fatigué de l'espace. Je vous souhaite une bonne soirée. Ben écoute, merci à toi Mycelium Utopia. J'espère que tu trouveras quelque chose qui te plaît sur la chaîne quand tu reviendras, soit pour un prochain direct, soit sur YouTube et Odyssey pour les rediffusions. La plume de Meister, jouer avec les spectateurs pour le live d'Emile. Alors, pour le live en lui-même, non. D'ailleurs, je pense que le live d'Emile sera plus une émission qu'on visualisera ensemble. Ça risque plutôt de se présenter comme ça, si toutefois je peux faire ce que j'ai envie. Parce que j'ai déjà un projet en tête pour le live d'Emile. Mais pour le live d'Emile, c'est un truc qui sera immense si je parviens à le faire. Si je parviens à faire ce que je veux.
Ça tease absolument. Si je précise, si et seulement si je réussis à faire ce que je veux faire, nous aurons une émission tournée, montée, et donc ce sera pas possible de le présenter en direct. Mais ce qui serait possible, ce serait de faire une première, comme ils appellent ça sur YouTube, où on regarderait ça ensemble sur Twitch pour la première fois. Ça, ce serait entre nous, sachant que YouTube aurait l'émission en rediffusée, mais sans la partie où on discute entre nous. C'est plutôt à ça, à mon avis, que va ressembler le live d'Emile. Maintenant, ce qui serait éventuellement envisageable, c'est de profiter de l'occasion du live d'Emile pour faire une petite partie sur Discord entre nous. Ça, pourquoi pas, mais le truc, c'est que avec qui et combien de personnes. Parce que vous commencez à être pas mal l'air de rien sur le Discord. Et je suis pas capable de gérer plus de 4 ou 5 personnes en même temps. 4, c'est généralement mon maximum. Donc il faudrait voir. Après, est-ce qu'il y aurait moyen de faire une petite émission du style une espèce de Everyone is John, mais où vous voteriez de ce qu'on fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fais des parties payantes en privé, dit Snorigé. Non, 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 quand même pas. Non, 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 clairement pas. Oh, faire maître de jeu pour 60 personnes, qu'est-ce que c'est dans le fond? Être organisateur de GN. Et je ne suis pas organisateur de GN. Et c'est clairement pas mon ambition. La plume Mester qui est hypé, j'en suis ravi. Attention, on parle du live d'Emile et pas du live débile, et ça c'est souvent le lundi lors des maîtres du donjon. Absolument, Suskazu. Ah oui, bah la plume, ça demande un investissement certain. Pourquoi pas, s'il y a des gens que ça intéresse, un bon maître de jeu avec un scénar exclusif, ça se paye. Oui, mais sans moi. Sans moi. Je me sens pas de faire ça. Faut pas oublier non plus que je fais des émissions de jeux de rôle sur Twitch avec plaisir, mais le cœur de ce que je veux proposer sur Twitch, c'est vraiment dans les live lectures et dans les cafés des fables. Donc vraiment, même ce qui a lancé ce que je fais sur YouTube et sur Twitch, c'est l'émission que vous regardez maintenant, c'est les live lectures. Donc le jeu de rôle, je fais ça par plaisir en plus, mais j'ai pas du tout envie que le jeu de rôle commence à devenir une partie... comment se dire? J'ai pas envie que mon gagne-pain devienne le jeu de rôle. Vous voyez? Le fait de raconter des histoires, oui. Le fait d'être maître de jeu, non. Clairement pas. J'ai d'autres ambitions que celles-ci et qui prendront autrement plus de temps au fur et à mesure des années. Typiquement, le fait que je compose des nouvelles toutes les semaines devrait vous mettre plus ou moins au parfum par rapport à ça. Sans compter que je vous en ai déjà parlé, il y a un premier livre qui est accessoirement en cours de rédaction finale. Enfin, on a terminé le script, on a terminé la version finale. Maintenant, il est en train d'être passé sous un logiciel de mise en forme pour qu'on puisse l'imprimer et l'envoyer à des éditeurs. Et la prochaine phase, c'est l'édition. Et je vous en ai déjà plus ou moins touché un mot. Après cet essai-là, il y a le recueil de nouvelles que je compte faire éditer. Et après le recueil de nouvelles, j'ai un projet de roman. Donc, clairement, je ne compte pas gagner ma vie en maîtrisant du jeu de rôle. Voilà. Oui, la plume de Mester, quand il parle du live débile, je pense qu'il parle du grand DJ. Organiser un GN, c'est 1 an et demi de travail pour un week-end de jeu et 1 semaine pour s'en remettre. J'en doute pas une demi-seconde. Suskazu, cela dit, je compte tenter de passer maître de jeu pro assez prochainement. Je suis en train de préparer quelques scénarios maison de l'appel de Cthulhu. Tant mieux. Très très bien. Bah écoute, si tu veux proposer d'un lundi soir pour venir faire une petite promotion de ce que tu fais, Suskazu, tu n'hésites certainement pas. Bien, chers amis, je suis en train d'exploser totalement le temps d'introduction. Il est temps, parce que vous êtes venus pour ça, de passer à la lecture, à la suite de nos aventures avec ce très cher Arsène Lupin. Mais c'est terrifiant, je suis désolé, je vais corriger cette caméra. Enfin, cette caméra.
cette caméra. Je sais plus parler, je sais pas ce qui m'arrive. C'est une catastrophe. Je vais avoir le générique d'intro pour me remettre dans le bain, mais là, c'est une catastrophe. Configurer la vidéo. Contrôle de la caméra. Panoramique. Ah ben, je me disais aussi. Voilà. Ah, c'est pas bien. Ah mince. Ah mince. Tu n'as pas répondu à ma question, L'Aube des songes. Quelle question? Le mec n'en a rien à foutre. J'ai pas suivi Suskazu. Quelle était ta question? J'ai pas vu. Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Voilà. C'est un peu mieux. Ah oui, voilà. J'ai une question. Que penses-tu de l'évolution de la production de gruyère dans les communes du district du Jura Nord vaudois entre 1972 et 1986? Je n'en sais rien du tout, Suskazu. Voilà, c'est la réponse la plus honnête que je puis faire à ce sujet. Bien. Sur ce, nous allons commencer la lecture proprement dite. Je coupe le son des alertes. Bonsoir Medrael, et tu arrives pile au moment du début de la lecture, c'est parfait. Et puis, je vous retrouve juste après le générique pour la suite de nos aventures. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir, il faut savoir que Arsène Lupin est un gentleman cambrioleur de la plus haute prestance et qui a mis en rage à peu près tous les policiers de Paris, à commencer par son adversaire régulier, l'inspecteur Ganimard, et qu'il s'est attiré les foudres d'un groupe de notables qui a décidé d'engager le détective Herlock Sholmes pour venir et tenter de l'arrêter. Vont-ils y parvenir? Que va-t-il se passer? Nous aurons peut-être plus d'idées là-dessus dans l'épisode de ce soir. Et sur ce, si vous le voulez bien, l'Aube des songes commence. Que désirent ces messieurs? Ce que vous voulez, répondit Arsène Lupin en homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. Ce que vous voulez, mais ni viande ni alcool. Le garçon s'éloigna, dédaigneux. Je m'écriai: comment? Encore végétarien? De plus en plus, affirma Lupin. Par goût? Par croyance? Par habitude? Par hygiène. Et jamais d'infraction? Oh si, quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser. Nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi de temps à autre à me fixer le matin, par télégramme, un rendez-vous en quelque coin de Paris. Il s'y montre toujours d'une verbe intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant, et toujours c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier, et cette ironie fine et qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée, c'était un plaisir que de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Eh oui, s'écria-t-il, j'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où j'ai la vie en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à puiser. Et Dieu sait pourtant que je vis sans compter. Trop, peut-être? Le trésor est infini, vous dis-je. Je me puis dépenser et me gaspiller, je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents.
C'est de la place que je fais à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis vraiment, ma vie est si belle. Je n'aurais qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain, que sais-je, orateur, chef de cuisine, homme politique. Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin, je suis. Arsène Lupin, je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense. Napoléon ? Oui, peut-être. Mais alors Napoléon, à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. Était-il sérieux ? Plaisantait-il ? Le ton de sa voix s'était échauffé. Et il continua. Tout est là, voyez-vous. Le danger. L'impression ininterrompue du danger. Le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche, et au milieu de la tempête, rester calme, ne pas broncher. Sinon vous êtes perdu, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une sensation qui vaille celle-là, celle du chauffeur en course automobile. Mais la course dure une matinée, et ma course à moi dure toute la vie. Quel lyrisme, m'écriai-je. Et vous allez me faire croire que vous n'avez pas un motif particulier d'excitation. Il sourit. Allons, dit-il, vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet quelque chose. Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala, et me dit « Vous avez lu Le Temps d'aujourd'hui » ? Ma foi, non. Herlock Sholmes a dû traverser la Manche cet après-midi et arriver vers 6 heures. Diable! Et pourquoi? Un petit voyage que lui offrent les Crozon, le neveu d'Autrec et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord et de là ils ont rejoint Ganimard. En ce moment, ils confèrent tous les 6. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là de ma part une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientai donc. Le Temps publie également une interview de cet excellent Ganimard, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrec et tenté de soustraire à madame Crozon sa fameuse bague. Et bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ces forfaits. Un léger frisson m'agita. Était-ce vrai? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'existence, la logique même des événements avait entraîné cet homme jusqu'au crime? Je l'observais. Il semblait si calme. Ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinais ses mains. Elles avaient une délicatesse de modelé infinie, des mains inoffensives, vraiment, des mains d'artiste. Ganimard est un halluciné, murmurai-je. Il protesta. Mais non, mais non. Ganimard a de la finesse, parfois même de l'esprit. De l'esprit? Si, si. Par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Sholmes n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, vous voici 2 adversaires sur les bras. Et quels adversaires? Oh, l'un ne compte pas. Et l'autre?
Sholmes? Oh, j'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour-propre, on juge que ce n'est pas de trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Sherlock Holmes. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond. Car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort, très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé ou qu'il existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui. C'est qu'il attaque et que moi je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et achevant sa phrase, en outre, je connais sa façon de se battre et il ne connaît pas la mienne. Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. Il tapotait la table à petits coups de doigts et lâchait de menues phrases d'un air ravi. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. La France contre l'Angleterre. Enfin Trafalgar sera vengé. Ah, le malheureux. Il ne se doute pas que je suis préparé et un Lupin averti. Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux, et il se cacha la figure dans sa serviette comme quelqu'un qui a avalé de travers. « Une miette de pain ?» demandai-je. « Buvez donc un peu d'eau. »« Non, ce n'est pas ça, » dit-il d'une voix étouffée. « Alors, quoi ?»« Le besoin d'air. »« Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ?»« Non, je sors. »« Vite, donnez-moi mon pardessus et mon chapeau. Je file. » Ah, ça, mais que signifie ces deux messieurs qui viennent d'entrer? Vous voyez le plus grand? Eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'il ne puisse m'apercevoir. Celui qui s'assoit derrière vous, celui-là. Pour des raisons personnelles, je préfère dehors. Je vous expliquerai. Mais qui est-ce donc? Sherlock Holmes. Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau, et me dit en souriant tout à fait remis: « C'est drôle, hein? Je ne m'émeus pourtant pas facilement. Mais cette vision imprévue, qu'est-ce que vous craignez, puisque personne ne peut vous reconnaître au travers de toutes vos transformations? Moi-même, chaque fois que je vous retrouve, il me semble que je suis en face d'un individu nouveau. » « Lui me reconnaîtra, » dit Arsène Lupin. « Lui, il ne m'a vu qu'une fois. Mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie et qu'il voyait, non pas mon apparence toujours modifiable, mais l'être même que je suis. Et puis, je ne m'y attendais pas, quoi. Quelle singulière rencontre! Ce petit restaurant. Eh bien, lui dis-je, si nous sortons? Non, non. Qu'allez-vous faire? Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. Vous n'y pensez pas? Mais si, j'y pense. Outre que j'aurais l'avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait. Ah, tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche, qu'il se rappelle. Il réfléchit. J'avisai un sourire de malice au coin de ses lèvres, puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature primesautière, plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement, fit volte-face, et s'inclinant tout joyeux, « Par quel hasard? C'est vraiment trop de chance.
Permettez-moi de vous présenter un de mes amis. Une seconde ou deux, l'Anglais fut décontenancé, puis il eut un mouvement instinctif tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. Vous auriez tort, sans compter que le geste ne serait pas beau et tellement inutile. L'Anglais se retourna de droite et de gauche, comme s'il cherchait du secours. Cela non plus, dit Lupin. D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi? Allons, montrez-vous beau joueur. Se montrer beau joueur en l'occasion, ce n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fût ce parti qui sembla le meilleur à l'Anglais, car il se leva à demi et froidement présenta « Monsieur Wilson, mon ami et collaborateur. » Monsieur Arsène Lupin. La stupeur de Wilson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte barraient de deux traits sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe drus et vigoureux. Wilson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels de ce monde, ricana Sherlock Holmes avec une nuance de raillerie. Wilson balbutia. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Vous n'avez point remarqué, Wilson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi, et qu'à 2 pas de la porte. Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt qu'il serait déjà dehors. Qu'à cela ne tienne, dit Lupin. Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'Anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Wilson regarda Sholmes pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'Anglais demeura impénétrable. Mais au bout d'un instant, il appela « Garçon !» Le garçon accourut. Sholmes commanda des sodas, de la bière et du whisky. La paix était signée, jusqu'à nouvel ordre. Bientôt après, tous quatre assis à la même table, nous causions tranquillement. Sherlock Holmes est un homme comme on en rencontre tous les jours. Âgé d'une 50aine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd. Rien, si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Sherlock Holmes. C'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les deux types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produits, le Dupin d'Edgar Poe et le Lecoq de Gaboriau, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ces exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Sherlock Holmes, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle par exemple. Tout de suite, comme Arsène Lupin l'interrogeait sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. « Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. »« Oh !» s'écria l'autre en riant. « Si cela dépendait de moi, je vous prierais de reprendre votre paquebot dès ce soir. »« Ce soir est un peu tôt, mais j'espère que dans 8 ou 10 jours... »« Vous êtes donc si pressé ? » ?»« J'ai tant de choses en train, le vol de la banque anglo-chinoise,
l'enlèvement de Lady Eccleston. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est du reste le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. Eh mais, dit l'Anglais, c'est que je compte bien prendre ces avantages en l'espace de 8 à 10 jours. Et me faire arrêter le 11e, peut-être? Le 10e, dernière limite. Lupin réfléchit, et hochant la tête, difficile. Difficile. Difficile, oui, mais possible. Donc certain. Absolument certain, dit Wilson comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur au résultat annoncé. Sherlock Holmes sourit. Wilson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. Et il reprit. Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes, articula Wilson avec importance. Mais outre les remarquables conclusions de M. Ganimard, j'ai à mon service tous les écrits, les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies et par conséquence quelques idées personnelles sur l'affaire. Quelques vues qui nous ont été suggérées soit par analyse, soit par hypothèse, ajouta Wilson sentencieusement. Est-il indiscret, fit Arsène Lupin, de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Sholmes, est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former? Vraiment. C'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Et c'était aussi d'une ironie supérieure dont ils jouissaient tous deux profondément en dilettantes et en artistes. Wilson, lui, se pâmait d'aise. Herlock bourra lentement sa pipe, l'alluma et s'exprima de la sorte. J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. Beaucoup moins, en effet, fit Wilson, écho fidèle. Je dis l'affaire, car pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrec, l'histoire de la bague, et ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la dame blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité de ces trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit dans cette unité, dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Et alors? Alors, selon moi, énonça nettement Sholmes, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoique inaperçu jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là de votre part plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails? Facilement. Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Jarbois,
N'est-il pas évident que l'appartement de maître de Tinan est le lieu choisi par vous, le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous publiquement, pourrait-on dire, à la dame blonde et à mademoiselle Gerbois. La fille du professeur, précisa Wilson. Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrec le possédait? Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère. 6 mois après, l'intervention d'Antoinette Bréa est première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Sera-t-elle libre, cette vente? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou? Nullement. Au moment où le banquier Herschmann va l'emporter, une dame lui a fait passer une lettre de menace et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame, qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt? Non. Les moyens vous manquent. Donc, intermède. Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. La bague disparaît. Pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen. Anomalie bizarre, objecta Lupin. Allons donc, s'écria Herlock en frappant de la table du poing. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. Ce qui veut dire. Sholmes se prit un temps comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula: le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre dentifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'Anglais: Vous êtes un rude homme, monsieur. Un rude homme, n'est-ce pas? Souligna Wilson, béant d'admiration. Oui, affirma Lupin. Tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. Peu, fit l'Anglais flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. Il suffisait de réfléchir. Il suffisait de savoir réfléchir. Et si peu le savent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le chemin est déblayé, eh bien maintenant je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les 3 aventures se sont dénouées au 25 de la rue Clapeyron, au 134 de l'avenue Henry Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là. Le reste n'est que baliverne et charade pour enfants. N'est-ce pas votre avis? C'est mon avis. En ce cas, monsieur Lupin, ai-je tort de répéter que dans 10 jours ma besogne sera achevée? Dans 10 jours, oui, toute la vérité vous sera connue. Et vous serez arrêté. Non. Non. Il faut, pour que je sois arrêté, un concours de circonstances si invraisemblable, une série de mauvais hasards si stupéfiants que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, monsieur Lupin. Si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, monsieur Sholmes,
Il n'y a pas d'obstacle invincible, monsieur Lupin. Le regard qu'ils s'échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de deux épées qui engagent le fer. Cela sonnait clair et franc. « À la bonne heure !» s'écria Lupin. « Voici quelqu'un, un adversaire. Mais c'est l'oiseau rare. Et celui-là est Herlock Sholmes. On va s'amuser. »« Vous n'avez pas peur ?» demanda Wilson. « Presque, monsieur Wilson. Et la preuve, dit Lupin en se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite. Sans quoi je risquerais d'être pris au gîte. Nous disons donc 10 jours, monsieur Sholmes. 10 jours. Nous sommes aujourd'hui dimanche. De mercredi en 8, tout sera fini. Et je serai sous les verrous, sans le moindre doute. Bigre. Moi qui me réjouissais de ma vie paisible. Pas d'ennui. Un bon petit courant d'affaires, la police au diable et l'impression réconfortante de l'universelle sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Wilson plein de sollicitude pour un individu auquel Sholmes inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, monsieur Wilson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envie le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme sur le terrain deux adversaires que ne divise aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin me saisissant le bras et m'entraîna dehors. Qu'en dites-vous, mon cher ? Voici un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. Il referma la porte du restaurant et, s'arrêtant quelques pas plus loin, « Vous fumez ? » ?»« Non, mais vous non plus, il me semble. »« Moi non plus. » Il alluma une cigarette à l'aide d'un allume-bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit deux hommes qui venaient de surgir de l'ombre comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. « Je vous demande pardon, ce satané Sholmes va me donner du fil à retordre. Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. » Ah, le bougre. Il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir. L'ineffable Wilson a raison. Je n'ai pas une minute à perdre. Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé. Car il s'écoula, pendant les heures qui suivirent, bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail.
À l'instant même où Lupin me quittait, Sherlock Holmes tira sa montre et se leva à son tour. 9h moins 5. À 9h, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route! S'exclama Wilson, avalant coup sur coup 2 verres de whisky. Ils sortirent. Wilson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de l'être. Dites donc, Wilson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant? Wilson n'hésita pas. Pour le manger. Wilson, plus nous travaillons ensemble, et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. Dans l'ombre, Wilson rougit de plaisir. Et Holmes reprit. Pour manger, soit. Et ensuite, tout probablement, pour s'assurer si je vais bien à Crozon comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pars donc afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. Ah? Fit Wilson interloqué. Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture, 3 voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée Palace. Et à l'Élysée Palace, vous demanderez une chambre où vous vous coucherez, où vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. Wilson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Sherlock Holmes prit son billet et se rendit à l'Express d'Amiens, où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement, debout dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de 10 minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez là votre bague, madame ?»« Oui. »« Ayez l'obligeance de me la prêter. » Il la prit et l'examina. « C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. » « Du diamant reconstitué ? Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme de façon à la réduire en fusion et n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. »« Comment ? Mais mon diamant est vrai !»« Le vôtre, oui, mais celui-là n'est pas le vôtre. »« Où est donc le mien ? » ?»« Entre les mains d'Arsène Lupin. »« Et alors, celui-là ? » ?»« Celui-là a été substitué au vôtre et a glissé dans le flacon de M. Bleichen où vous l'avez retrouvé. »« Il est donc faux ? » ?»« Absolument faux. » Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Elle finit par balbutier. « Est-ce possible ? Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé tout simplement ? Et puis, comment me l'a-t-on pris ? » « C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. »« Au château de Crozon ? » ?»« Non, je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre, mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. Cependant, que vous importe, madame ? L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Foi d'Sherlock Holmes, je vous rendrai le véritable diamant. Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria « Mais vous descendez à contre-voie. De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu. »
Un employé protesta vainement. L'Anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. 50 minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. « Cocher, rue Clapeyron !» Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître Detinant et des 2 maisons voisines. À l'aide d'enjambées égales, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. « Cocher, avenue Henri Martin !» Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Hautrec et les 2 immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces 4 rangées d'arbres entre lesquels, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel et Sholmes vit la pancarte « Alloué » suspendue à la grille, les 2 allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée. « C'est vrai, se dit-il, depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Si je pouvais entrer et faire une première visite. » Il suffisait que cette idée l'effleurât pour qu'il voulût la mettre à exécution. Mais comment ? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qui ne le quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entr'ouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas fermer le battant, mais il n'avait pas fait 3 pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une 2e fenêtre et à une 3e, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier et longtemps erra de pièce en pièce. Qui diable peut se promener à 1 heure du matin dans la maison où le baron d'Hautrec a été tué ? Se demanda Herlock, prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. C'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait, pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir, car la lueur s'éteignit soudain et Herlock Sholmes ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors, il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les 2 jardins. « Fichtre !» s'écria Sholmes. « Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Et il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'Anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément ? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qu'il avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ? En tout
cas, pensa-t-il, ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. De longues minutes s'écoulèrent. Herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'Anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. Un bruit sec. L'individu armait son revolver. Herlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'Anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Sholmes, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids et l'immobilisant de ses 5 doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha son lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson » hurla-t-il terrifié. « Herlock Sholmes » balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeurèrent longtemps l'un près de l'autre, sans échanger une parole, tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air, un peu de vent agita les feuilles. Et Sholmes ne bougeait pas, les 5 doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. « Que faites-vous là? Répondez, quoi? Est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner? »« Vous espionner ?» gémit Wilson. « Mais je ne savais pas que c'était vous. »« Alors quoi? Que faites-vous là? Vous deviez vous coucher. »« Je me suis couché. Il fallait dormir. » « J'ai dormi. Il ne fallait pas vous réveiller. Votre lettre. » »« Ma lettre? » ?»« Oui, celle qu'un commissionnaire m'a rapportée de votre part à l'hôtel. »« De ma part? Vous êtes fou. Je vous jure. Où est cette lettre? » Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, il lut avec stupeur « Wilson, hors du lit et filé avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Herlock Sholmes. » « J'étais en train de mesurer les pièces, » dit Wilson, « quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin. Je n'ai eu qu'une idée. C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée est excellente. Seulement, voyez-vous, » dit Sholmes en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant. « Une autre fois, Wilson, lorsque vous recevrez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. »« Mais alors, » fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité, « la lettre n'est donc pas de vous? » ?»« Hélas, non. »« De qui? » ?»« D'Arsène Lupin. »« Mais dans quel but l'a-t-il écrite? » ?»« Ah, ça, je n'en sais rien, et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger? S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais, mais il ne s'agit que de vous, et je me demande dans quel intérêt. J'ai hâte de retourner à l'hôtel. Moi aussi, Wilson. Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. « Tiens,
dit-il. Vous avez fermé? Mais nullement. J'ai laissé le bâton tout contre. Cependant, Herlock tira à son tour, puis effaré se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. tonnerre de... Elle est fermée. Fermée à clé. Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et il articula d'une voix saccadée. Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Creil, et il m'a tendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrais commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour, et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires. C'est-à-dire que nous sommes ses prisonniers. Vous avez le mot. Herlock Sholmes et Wilson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule. La main de Wilson. Là-haut. Regardez là-haut. Une lumière. En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmes éclata de rire. À merveille, on nous offre à souper. C'est le palais des enchantements. Une vraie féerie. Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle. Êtes-vous sûr que ce soit très drôle? Gémit Wilson, lugubre. Si j'en suis sûr, s'écria Sholmes avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle. C'est du bon comique. Quel maître ironiste que cet Arsène Lupin. Il vous roule, mais si gracieusement. Je ne m'en donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Wilson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris? Et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune? De quoi vous plaignez-vous? À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi le vôtre dans la mienne, car c'était bien ce que vous cherchiez, mauvais ami. Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Wilson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'ils durent s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attira son attention. Herlock Sholmes, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche presque effacées qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Wilson que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie. Et il nota également 2 cercles sur des panneaux de chêne, une flèche sur un lambris et 4 chiffres sur 4 degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Wilson lui dit « Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas ?» « Exact, j'en sais rien, » répondit Herlock
à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. En tout cas, il signifie quelque chose. Quelque chose de très clair, dit Wilson. Il représente le nombre des lames de parquet. Ah, Oui. Quant aux 2 cercles, ils indiquent que les panneaux sont faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du mont plat. Sherlock Holmes le regarda, émerveillé. Ah, ça. Mais mon bon ami, comment savez-vous tout cela? Votre clairvoyance me rend presque honteux. Oh, c'est bien simple, dit Wilson, gonflé de joie. C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, selon vos instructions, ou plutôt suivant celle de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. Peut-être Wilson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Sholmes. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Se dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait. Voilà de l'excellente besogne et qui nous avance beaucoup. Votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points? Je profiterai des résultats acquis. » Ma foi, non. J'en suis resté là. Dommage. Le début promettait. Mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. Nous en aller? Et comment? Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont. Par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. Qui? Veuillez appeler ces 2 policemen qui déambulent sur l'avenue. Mais quoi? C'est fort humiliant. Que dira-t-on quand on saura que vous, Sherlock Holmes, et moi, Wilson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin? Que voulez-vous, mon cher? On rira à se tenir les côtes, répondit Herlock, la voix sèche, le visage contracté. Mais nous ne pouvons pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien? Rien. Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la, et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. Puissamment raisonné. Seulement vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis 6 mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah, mon bon Wilson, Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À 11h, Sherlock Holmes et Wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante. « Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer. Ah, ce Lupin manque vraiment d'égard. » Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Wilson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit, très étonné, « Eh, monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. »« Moi ? Et comment ? Par votre lettre de ce matin que votre ami nous a remise. »« Quel ami ? » ?»« Le monsieur qui nous a remis cette lettre. »« Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Les voici. » Wilson les prit. Ah, c'était bien une de ses cartes de visite. Et sur sa lettre, c'était bien son écriture. « Seigneur Dieu, murmura-t-il, voilà encore un vilain tour. » Et il ajouta anxieusement, « Et les bagages ? Mais votre ami les a emportés. » « Ah,
Et vous les avez donnés ? Certes, puisque votre carte nous y autorisait. En effet. En effet. Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria « Je ne vous comprends pas, Sholmes. Vous êtes d'un calme. On se moque de nous, de vous. On joue avec vous comme un chat joue avec une souris, et vous ne soufflez pas mot. » Sholmes s'arrêta et lui dit « Wilson, je pense à votre carte de visite. Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne, et qui possède, toute prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précaution, de volonté perspicace, de méthode et d'organisation. C'est-à-dire, Wilson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être moi. Et encore, comme vous le voyez, Wilson, ajouta-t-il en riant, on ne réussit pas du premier coup. À 6 heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilet. Ce matin, M. Thénard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré messieurs Herlock Sholmes et Wilson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt baron d'Autrec, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leurs valises, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. Bah, Fit Herlock Sholmes en froissant le journal. Des gamineries. C'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. Il y a du Gavroche dans cet homme. Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme ? Toujours le même calme, répliqua Sholmes avec un accent où grondait une effroyable colère. À quoi bon m'irriter ? Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. Et voilà, chers amis, ce sera tout pour cette semaine en ce qui concerne les aventures d'Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Rendez-vous jeudi prochain à 19h dans Jeudi Soir, c'est Jeudi Histoire pour la suite de nos aventures. En ce qui me concerne, je vous avoue que c'est un sacré panard que je me tape en vous racontant ces histoires-là. C'est un vrai plaisir de vous les raconter, de vous les jouer. Vraiment, c'est un plaisir assez fou. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi.
Parce que pour me motiver à raconter l'histoire comme ça à l'heure qu'il est et avec le niveau d'énergie que j'ai, il faut quelque chose qui motive. Et là, clairement, cette histoire-là a ce potentiel-là. Merci à vous, encore une fois, pour votre fidélité, pour votre pugnacité, votre patience, votre endurance dans ces aventures-là. Je vais revenir dans le clavardage immédiatement. Raveline qui nous dit « J'adore quand deux adversaires discutent avec un tel respect. Je t'aime bien, gamin, mais je vais t'avoir. Je t'aime bien, vieux, mais tu ne m'auras pas. » C'est un résumé qui se tient. Ça, c'est assez logique, ça se tient assez en ce qui concerne nos aventures de ce soir. Arsène Lupin 1, Sherlock Holmes 0. Et oui, ce sacré Lupin qui est toujours plus fort que les enquêteurs pour l'instant. Suskazu qui dit « Bon, j'ai encore pu écouter environ 40% du récit. Le bibou est particulièrement décidant. » Ah, courage, monsieur Zou. Courage. Les joies d'être un jeune papa. Mais, si tu as pu suivre, c'est pas mal du tout. En tout cas, nous allons pouvoir récupérer... tu vas pouvoir suivre le reste en rediffusion si jamais ce n'était pas encore clair. Et effectivement, merci de m'avoir prévenu. Oui, Odyssée est de nouveau valable. Donc pour les gens qui étaient là en début de soirée ou qui nous ont rejoints en cours de route, qui n'ont pas eu toute l'histoire, vous pouvez d'ores et déjà, vous pouvez à nouveau cliquer sur le lien pour le profil Odyssée de l'Aube des Songes. Allez cliquer et vous abonner au profil Odyssée pour pouvoir profiter des aventures d'Arsène Lupin et des autres. À partir de maintenant, je ne sais plus où j'allais avec cette phrase. L'abandon de la phrase qui était partie comme ça et qui, ma foi, se casse la tronche. Vous m'envoyez navré, chers amis, mais j'avoue que j'arrive au bout de ce que j'ai comme jus pour ce soir. Donc voilà, si vous avez encore un sujet de discussion, des remarques, des idées à relancer, je papote encore un petit peu avec vous, mais si c'est pas le cas, on fera pas de zèle et j'arrêterai l'émission ici. Qu'en dites-vous, chers amis du clavardage ? Ah, et je vois qu'il y a eu des abonnements sur la chaîne Odyssée. Fantastique. C'est bien. C'est bien, mais nous ne sommes qu'à 8. Nous ne sommes plus de 500 sur YouTube et il n'y en a que 8 sur Odyssée. C'est le moment maintenant que vous attendez tous. C'est le moment pour aller vous abonner sur Odyssée. Plus que jamais, parce que je le rappelle, si par hasard un jour Twitch ou YouTube devaient décider que le contenu de votre serviteur ne leur convient plus, eh bien nous pourrions toujours nous retrouver sur Odyssée et profiter du coup d'un contenu que vous connaissez déjà pour découvrir cette plateforme qui vaut la peine d'être découverte à mon avis. Bien. Ah oui, j'ai pas pensé à remercier. Merci Jessica 20 qui a renouvelé son abonnement. Merci beaucoup Jessica de ton renouvellement, de ta fidélité et de ton soutien. Merci beaucoup. Bien. Je vois un clavardage qui est particulièrement calme. J'en déduis aussi que c'est le moment de la soirée aussi où tout le monde a un petit coup de barre. Donc, chers amis, je pense qu'on ne va pas faire de zèle. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, on a les rediffusions qui arrivent et vous allez avoir une pluie de rediffusions puisque... j'ai complètement zappé, comme je vous l'ai écrit sur Discord. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre des rediffusions en place. Donc demain, il y a 2 rediffusions qui vont arriver. Et puis, celle d'aujourd'hui arrivera samedi en début d'après-midi sur Odyssée et à 18h sur YouTube. Donc vous aurez la primauté de cette rediffusion samedi sur Odyssée en début d'après-midi. J'ai enfin reçu le mail pour finaliser mon inscription, donc je suis sur Odyssée maintenant. Yes, super Aveline. Fredocube qui nous dit j'ai beaucoup aimé, je suis ravi que c'était plus Fredocube. Et du coup, pour la suite de nos folles aventures, chers amis, ce sera respectivement jeudi prochain à 19h. Dans Jeudi Soir, c'est Jeudi Histoire avec la suite des aventures d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Lundi prochain, c'est live jeu de rôle et nous jouerons à quoi exactement ? Nous jouerons à Deadlands avec en tout cas Livia et Kazoo et potentiellement un 3e joueur, ça dépendra de sa disponibilité.
Et puis ce samedi, rendez-vous pour le premier samedi Poe du mois d'octobre, avec des nouvelles spécialement sur Edgar Allan Poe, entre 9h et midi. Et puis, je me mélange absolument les pinceaux. Jeudi prochain à 19h pour la suite d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Ça, lundi à 20h pour du Deadlands. Et puis ce samedi entre 9h et midi pour le Café des Fables sur Edgar Allan Poe, le premier de ce mois d'octobre. Edgar Allan Poe qui va nous accompagner durant tout le mois d'octobre jusqu'à la Toussaint. Sur ce, chers amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Reposez-vous bien. Bonne fin de semaine à tous. Rendez-vous samedi matin à 9h pour le Café des Fables. Et d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.